Mon père n'a même pas attendu que l'écho de mon nom se dissipe, il a surgi sur l'estrade, m'a saisi le poignet et m'a giflé si violemment que le micro a capté le son comme un coup de feu, à ma propre remise de diplôme, devant tout le monde. Tu ne mérites pas ce diplôme, a-t-il sifflé pendant que ma mère hurlait en arrière-plan, tu n'es qu'une ratée en toge. La foule s'est figée, ma joue me brûlait, mais mon esprit, lui, n'a pas vacillé, car pour la première fois de ma vie, tout est devenu douloureusement clair. Il pensait que ce moment allait me briser, mais il n'avait aucune idée que j'avais déjà prévu quelque chose de bien pire, quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. Avant, je pensais qu'obtenir mon diplôme serait comme sortir en plein soleil après des années passées dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ce matin-là, avant que tout ne vole en éclats, je me tenais dans mon petit studio, ajustant la toge que j'avais louée à l'université, le tissu semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il portait le poids de chaque job étudiant que j'avais fait, de chaque nuit blanche passée seule au labo, de chaque fois où je m'étais forcée à croire que le travail acharné pouvait compenser l'amour que je ne recevais pas. Je m'appelle Léa Moreau, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la pièce rapportée de ma propre famille. Maman aimait dire que Lucas était né sous une bonne étoile, le genre d'enfant qui méritait toutes les opportunités, tous les éloges, tous les sacrifices, et moi, j'étais, eh bien, autre chose, une assistante, une ombre, une gamine qui a appris très tôt à ne pas s'attendre à ce que quelqu'un vienne la voir au spectacle de l'école ou aux expos de sciences. Même le jour où j'ai été hospitalisée pour une pneumonie, j'ai fixé la porte en attendant qu'ils entrent, mais ils ne sont jamais venus. Alors, j'ai appris à rentrer seule à la maison, à étudier sans qu'on me demande comment s'était passée ma journée, à m'applaudir moi-même quand personne d'autre ne le faisait. Je ne pense pas que ma famille ait jamais remarqué à quel point je disparaissais silencieusement dans le décor, ils étaient trop occupés à encourager Lucas. Il a eu une voiture neuve à ses 18 ans, une école de commerce privée hors de prix entièrement payée, et même quand ses notes frôlaient la catastrophe et qu'il est revenu vivre à la maison à 27 ans, sans emploi, sans projet et sans un sou pour un loyer, maman appelait ça « soutenir son potentiel ». Pendant ce temps, je cumulais 2 boulots sur le campus et je donnais des cours particuliers le week-end juste pour payer mes courses, mais je ne me plaignais pas, je gardais la tête baissée, je restais concentrée, je rêvais en silence, d'une manière ou d'une autre, à travers ce silence, j'ai construit une vie avec laquelle il n'avait rien à voir. Le matin de la remise des diplômes, j'ai récupéré l'écharpe dorée de major de promotion que j'avais méritée après des années d'excellence académique, leur scintillait au soleil, pendant une seconde, juste une seconde, je me suis imaginé maman me souriant avec fierté, j'ai imaginé papa me tapant sur l'épaule, j'ai imaginé Lucas plaisantant en disant qu'il avait toujours su que je réussirais. Mais au moment où je me suis approchée d'eux devant le stade, la réalité a brisé ce fantasme en deux. Maman m'a à peine regardé et a lancé avec mépris, « Cette corde autour de ton cou, c'est vraiment nécessaire ? Tu ne cherches pas à te faire remarquer, j'espère ? » Papa ne m'a même pas salué avant de soupirer, « Fais simple là-haut, ne nous fais pas honte. » Leur faire honte, l'ironie a failli me faire rire. Autour de nous, les étudiants serraient leur famille dans leurs bras, pleuraient de joie, posaient pour des photos, et au milieu de tout ce bonheur, je me tenais avec les gens qui avaient passé 23 ans à me rappeler que je ne valais pas la peine d'être célébré. Pourtant, j'ai ravalé ma peine, aujourd'hui était plus grand qu'eux, du moins je le voulais. Mais parfois, la vie attend le moment exact où vous vous élevez pour révéler qui essayait de vous tirer vers le bas depuis le début. Plus nous approchions de la cérémonie, plus l'air autour de ma famille semblait se tendre. Papa marchait quelques pas devant nous, les mains enfoncées dans les poches, la mâchoire serrée comme s'il avait été traîné ici contre son gré. Maman n'arrêtait pas d'ajuster le col de la chemise de Lucas, repoussant ses mains alors qu'il faisait défiler son téléphone, reconnaissant à peine que ce jour avait quelque chose à voir avec moi. Quand j'ai essayé de me tenir près d'eux pour une photo, Lucas n'a pas bougé d'un pouce et a marmonné, « Léa, sérieusement, tout n'a pas besoin d'être un événement. » Maman a hoché la tête, déjà agacée, « Ton frère vient de se réveiller, Léa, ne commence pas. » J'ai reculé, la chaleur montant à mes joues. Autour de nous, les familles prenaient des photos comme s'il s'agissait de trésors à encadrer pour toujours, des mères essuyant leurs yeux, des pères essayant de cacher leur fierté, la petite sœur d'une fille tenait une pancarte faite main avec des lettres pailletées disant « Tu l'as fait », le genre de pancarte que je me faisais pour moi-même quand j'étais plus jeune parce que personne d'autre ne le ferait. Je me suis rappelé de respirer. À l'intérieur du stade, je me suis alignée avec les autres diplômés, l'écharpe d'honneur chaude contre mon cou.
Devant moi, une fille chuchotait avec excitation au téléphone que ses parents étaient arrivés tôt juste pour garder des places. Derrière moi, un gars se retournait sans cesse pour vérifier si son père avait réussi à atteindre le premier rang. Chaque petit moment autour de moi ressemblait à un rappel silencieux de ce que je n'avais jamais eu. La voix de papa a coupé mes pensées alors qu'il s'approchait de la barrière séparant les invités des diplômés. « Léa » a-t-il dit sèchement, me faisant signe avec 2 doigts comme si j'étais une enfant convoquée. Je me suis approchée, le cœur battant nerveusement contre mes côtes. Il m'a scruté du regard, les yeux froids, évaluateurs, fait un discours court, n'essaie pas de faire dans l'émotion, pas de vantardise, ce n'est pas à propos de toi. Mon souffle s'est coupé, papa, je suis major de promotion, je suis censé. Il s'est penché, baissant la voix assez bas pour que je sois la seule à entendre, tu ne mérites pas ce diplôme. Les mots ont coulé comme une pierre dans ma poitrine. Je l'ai regardé, ne sachant pas si j'avais mal entendu, mais il n'a pas cligné des yeux, n'a pas tressailli, il a juste laissé la phrase planer là comme un verdict qu'il attendait depuis des années de prononcer. Quelque chose en moi s'est figé. Derrière lui, maman a levé les yeux au ciel devant mon expression glacée. Oh, ne fais pas cette tête, finissons en, d'accord ? Et essaie de ne pas attirer l'attention. Attirer l'attention. À ma propre remise de diplôme, en tant que major de promotion. Je suis retournée dans la file, agrippant les bords de ma toge pour me stabiliser. Les lumières du stade se sont intensifiées, projetant de longues ombres sur les rangées de chaises, la musique a enflé, les noms ont commencé à résonner dans les haut-parleurs alors que les diplômés s'avançaient un par un. Mes paumes étaient moites, ma gorge serrée, mais sous la nervosité, quelque chose de nouveau vacillait, tranchant, métallique, indéniable. Pas de la colère, pas encore, mais une prise de conscience. J'avais passé toute ma vie à excuser leur cruauté, à la traduire en stress, en déception, en malentendu. Mais à ce moment-là, entendant mon propre père me dire que je ne méritais pas la chose pour laquelle je m'étais le plus battue, j'ai vu clair, ils n'avaient pas peur que je leur fasse honte, ils avaient peur que je les dépasse. Quand mon nom a finalement été appelé, le stade a éclaté en une vague d'applaudissements qui ne semblaient pas réels. Pendant un instant, je me suis laissé croire que ce son m'appartenait, que j'avais mérité chaque applaudissement, chaque cri de joie, chaque visage plein d'espoir tourné vers la scène. Mes talons claquaient contre les marches en bois alors que je montais, mon discours tremblant légèrement dans ma main. J'ai pris ma place derrière le pupitre, les lumières brûlantes sur ma peau, mon rythme cardiaque fort mais régulier, et puis, avant que je puisse prendre ma première inspiration, tout s'est fracturé. Une voix tranchante a déchiré le bruit, ma mère. Tu n'es qu'une ratée en toge, a-t-elle hurlé, debout maintenant, son doigt pointé vers moi comme si j'avais commis un crime public. Une onde de confusion s'est propagée dans la foule. Je me suis figée. Avant que je puisse enregistrer son expression, mon père a fendu l'allée, ses mouvements étaient rapides, trop rapides, comme si la colère le tirait vers l'avant. Il a monté les marches en trombe, a saisi mon bras assez fort pour couper mon souffle et m'a giflé au visage. Le microphone a capté le coup, le craquement a résonné à travers tout le terrain. Pendant une seconde, personne n'a bougé, l'air retenait son souffle. Ma joue brûlait, mes oreilles bourdonnaient, mais mon esprit est devenu étrangement calme. J'avais un goût métallique dans la bouche, peut-être du sang, peut-être de la peur, ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose de plus froid. Mon père a sifflé, je t'avais dit de ne pas nous faire honte. Leur faire honte. Ma vision s'est affinée, la foule est devenue floue, mais son visage, sa colère, sont devenus d'une netteté rasoir. Il n'avait pas honte de me frapper, il avait honte que les gens le voient faire. La sécurité s'est précipitée, des voix se chevauchant, des mains se tendant. « Monsieur, vous devez reculer. Monsieur, éloignez-vous. » Ma mère leur criait dessus, insistant qu'ils ne comprenaient pas. Lucas a baissé la tête comme s'il espérait que personne ne le reconnaisse. Ma cérémonie de remise de diplôme s'est dissoute dans le chaos à cause des personnes qui prétendaient m'aimer. Alors que la sécurité les emmenait, mon professeur s'est précipité à mes côtés. « Léa. Léa, tu m'entends? Est-ce que ça va ?» Ses yeux inquiets devenaient un peu flous, pas parce que je pleurais, mais parce qu'une partie de moi s'effondrait vers l'intérieur, se repliant sur elle-même. Mais alors, quelque chose en moi s'est durci. Je me suis redressée, ignorant la douleur lancinante dans ma joue.
Je vais bien, ai-je chuchoté, bien que ces mots ne semblaient pas tout à fait vrais. Pourtant, j'ai fini de traverser l'estrade, serrant la main du doyen avec des doigts qui ne tremblaient que légèrement. Le public a applaudi plus fort qu'avant, plus fort que nécessaire, peut-être par pitié, peut-être par indignation, peut-être parce qu'il venait d'être témoin de quelque chose d'inoubliable pour toutes les mauvaises raisons. Quand la cérémonie s'est enfin terminée, je ne suis pas allé retrouver mes camarades, je n'ai cherché personne. J'ai marché tout droit à travers le terrain, passé les tentes, les familles et les programmes éparpillés sur l'herbe, et je me suis dirigé vers le bâtiment administratif. Le hall à l'intérieur était calme, les néons bourdonnant faiblement. Quand la femme au guichet financier a demandé ce dont j'avais besoin, ma voix n'a pas vacillé, je veux un relevé imprimé de chaque paiement pour mes frais de scolarité, chaque semestre, chaque source. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Quelques minutes plus tard, je tenais les pages entre mes mains. Ligne après ligne confirmait ce que je soupçonnais déjà, il n'avait rien contribué, pas un seul euro. Et juste comme ça, l'effondrement a cessé de ressembler à une fin pour commencer à ressembler à un début. Je suis retourné à mon appartement, toujours en toge, l'écharpe d'honneur frôlant mon bras à chaque pas, comme un rappel de qui j'étais et de qui il refusait de voir. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, le silence semblait plus lourd que les applaudissements ne l'avaient été. J'ai étalé les relevés financiers sur ma table, bourse, subventions de recherche, prix, crédit de programme d'été, revenus de tutorat, même les factures que j'avais payées en travaillant tard au laboratoire de l'université. La vérité me fixait à l'encre noire, chaque réussite que j'avais, je l'avais gagnée seule. Et puis quelque chose en moi a fait un déclic, net, final, inévitable. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'en ai sorti l'enveloppe que mes parents m'avaient donnée l'année dernière. Signe juste ça, avait dit papa, ça rendra les choses plus faciles pour nous quand on prendra notre retraite. J'avais pensé, bêtement, que c'était la première fois qu'il me faisait confiance pour quelque chose d'important. Maintenant, je savais à quoi m'en tenir. À l'intérieur se trouvaient les documents me désignant comme mandataire temporaire en cas d'urgence, une procuration totale. Il n'avait jamais imaginé que je l'utiliserais, il supposait que je resterais toujours petite, reconnaissante, obéissante. Il se trompait. Le lendemain matin, j'étais assise en face d'un conseiller financier dans un petit bureau surplombant le centre-ville. Ma joue était encore contusionnée, mais je n'ai pas pris la peine de la couvrir. Vous avez l'autorité légale pour restructurer le fonds, a-t-il confirmé après avoir examiné les papiers, c'est inhabituel, mais c'est valide. Je veux qu'il soit protégé, ai-je dit, pas liquidé pour moi-même, juste déplacé quelque part où ils ne peuvent pas le dilapider. Il a hoché la tête lentement, comme s'il m'étudiait, la plupart des gens viennent ici en colère, vous n'avez pas l'air en colère. J'y ai réfléchi, je ne le suis pas, j'ai fini. À midi, les papiers étaient déposés. Le fonds a été placé dans une fiducie bloquée avec des protections qu'il ne pouvait pas contourner. Je ne prenais pas un centime, je fermais simplement la porte qu'il n'arrêtait pas de me claquer au visage. Quelques heures plus tard, la vidéo de mon père me giflant a inondé Internet. Major de promo frappé par son parent sur scène, le clip s'est propagé rapidement, d'abord parmi les étudiants, puis aux infos locales, puis chez des gens à travers le pays qui se voyaient dans mon calme, mon silence, mon refus de craquer même quand le monde me regardait me briser. Les messages ont rempli ma boîte de réception, des inconnus envoyaient du soutien, partageaient leurs histoires, demandaient si j'étais en sécurité. Je n'ai pas répondu à la plupart, mais un email m'a fait m'arrêter. Un investisseur tech de Sofia Antipolis a écrit « Quiconque peut garder son sang-froid sous une telle pression a la résilience que je veux dans mon laboratoire. » Intéressé pour rejoindre mon équipe ? L'offre était le double de ce que l'université m'avait proposé. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement sombre, la seule lumière venant de l'écran de mon ordinateur portable. Mes parents pensaient m'avoir humiliée, au lieu de cela, ils avaient créé le moment qui a tout changé. Mais je n'avais pas fini. Je suis retournée à l'université le lendemain. Quand l'amphithéâtre fut vide, je suis remontée sur l'estrade, le pupitre était toujours là, silencieux, en attente. C'était surréaliste d'être au même endroit, mais sans le chaos, sans leur voix empoisonnant l'air. J'ai installé mon téléphone, appuyé sur enregistrer et j'ai fait face à la caméra.
Mes parents ont dit que je ne méritais pas mon diplôme, ai-je commencé, alors parlons de ce que je mérite vraiment. J'ai tout exposé, calme, factuel, stable, les bourses, les subventions, les factures que j'avais payées seule, les droits de procuration qu'ils avaient signés, la fiducie protégeant maintenant leur propre retraite de leurs mauvaises décisions. Je ne détruis pas leur avenir, ai-je dit doucement, je protège le mien. Puis, comme symbole non pas de vengeance, mais de clôture, j'ai passé les vieux papiers qu'ils m'avaient donnés dans une déchiqueteuse. Le bruit était lent, délibéré, final. Ils n'avaient aucune idée de ce que je ferais ensuite, ai-je dit à la caméra, mais j'espère qu'ils ont appris quelque chose de ce que j'ai fait. J'ai arrêté l'enregistrement. Pas de drame, pas de cris, juste la vérité. La vidéo a atteint 1 million de vues en 2 jours. Mes parents n'ont pas appelé au début, puis le 3e jour, papa a laissé un message vocal, « Léa, envoie-nous le code d'accès au fonds, on ne peut pas entrer. » Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas d'humanité. Maman a envoyé un SMS des heures plus tard, « Arrête ton cinéma, ton père a besoin de ce mot de passe. » J'ai renvoyé une seule photo, la déchiqueteuse. La semaine suivante, j'ai pris un vol pour Nice afin de commencer mon nouveau travail. Je ne leur ai rien dit, je ne leur devais pas ça. Mon nouveau lieu de travail était lumineux, moderne, plein de gens qui se souciaient plus des idées que des apparences. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être à ma place. Il ne leur a pas fallu longtemps pour me trouver. Un après-midi, après une longue réunion stratégique, je suis entrée dans le hall et je me suis figée. Ma mère était là, tordant son sac à main. Mon père rôdait à côté d'elle, plus vieux, comme dégonflé. La réceptionniste m'a lancé un regard d'excuse, elle les avait reconnus de la vidéo virale. Maman s'est avancée, « Léa, ma chérie, nous voulons juste parler. » J'ai continué à marcher jusqu'à ce que je sois à une distance délibérée d'eux. « Maintenant vous voulez parler ?» ai-je dit, quand il n'y a pas d'estrade, pas de public, pas d'applaudissements pour noyer qui vous êtes vraiment. Mon père s'est raclé la gorge, « Ton frère nous a dit que tu avais exagéré les choses en ligne. » Vraiment, ai-je répondu, parce que la gifle n'était pas montée, le cri n'était pas monté, et vos mots non plus. Ils ont tressailli mais n'ont rien dit. Je leur ai tendu une enveloppe, à l'intérieur se trouvaient des copies de tout, relevés de paiement, avis de bourse, approbation de subvention, leur signature de procuration et la documentation montrant que la fiducie était légalement protégée. Les mains de maman tremblaient, « Pourquoi nous fais-tu ça ?» Je les regardais, impassible, « Je ne vous fais rien, j'arrête simplement ce que vous m'avez fait pendant des années. » Papa a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé, « Vous m'avez appris quelque chose d'important, même si vous ne le vouliez pas. Vous m'avez appris que certaines personnes n'aiment que la version de vous qu'elles peuvent contrôler, et une fois que vous dépassez cette version, elles essaient de vous écraser pour vous y faire rentrer. » Le silence s'est étiré entre nous. « Vous pouvez partir maintenant, » ai-je dit doucement mais fermement, « il n'y a plus rien à discuter. » Ils sont partis sans un autre mot, leurs pas s'estompant dans le couloir en marbre jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu. J'ai expiré lentement, réalisant que c'était le moment vers lequel je marchais toute ma vie, pas une vengeance, pas un triomphe, mais la liberté. 3 mois plus tard, lors d'une conférence de recherche à Lyon, j'ai présenté des modèles de détection précoce sur lesquels je travaillais depuis des années. Après, une doyenne s'est approchée de moi, « J'ai vu votre histoire », a-t-elle dit, « mais votre travail parle plus fort. Avez-vous déjà envisagé de diriger votre propre programme ?» J'ai ressenti cette même clarté que j'avais ressentie sur scène le jour où tout s'est effondré, sauf que cette fois, cela ne venait pas de la douleur, cela venait du fait de devenir celle que j'étais toujours censée être. Lyon ressemblait à un second départ, l'air était plus froid, plus propre, presque tranchant contre mes poumons, comme s'il coupait tout ce qui s'accrochait encore à moi du passé. Je me suis installée dans mon nouveau rôle, dirigeant une petite équipe de recherche, guidant des étudiants qui me rappelaient des versions de moi-même qui n'avaient jamais eu personne pour croire en eux. Pour la première fois, je me réveillais sans me préparer à la déception de quelqu'un. Puis Lucas m'a contacté, un message court, nos parents l'avaient mis à la porte, le blâmaient pour tout, prétendait qu'il les avait fait passer pour des méchants. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller, il a demandé s'il pouvait loger chez moi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
Je lui ai envoyé par la poste une photo de la remise des diplômes, le moment de la gifle figée en plein air, un rappel de la façon dont les cycles se brisent. J'ai encadré cette photo sur l'étagère de mon nouveau bureau, pas comme une blessure, mais comme la preuve que s'élever n'est pas toujours bruyant, parfois c'est une décision silencieuse de s'éloigner et de ne jamais regarder en arrière. Mes parents font toujours comme si rien de tout cela n'était arrivé. Lucas attend toujours une réponse. Mais j'ai appris que la liberté ne s'accorde pas, elle se revendique, une limite à la fois. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, dites-moi d'où vous écoutez, et si vous avez déjà dû vous battre pour sortir d'une histoire que quelqu'un d'autre a écrite pour vous, abonnez-vous.